messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres. Le ministère de la Santé a organisé un atelier de réflexion sur la stratégie de la triple élimination de la transmission mère et enfant. Pour l'actualité internationale, selon un nouveau bilan, au moins 79 personnes se sont noyées lors du naufrage d'une embarcation de migrants. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a eu ce jeudi, en fin d'après-midi, des entretiens téléphoniques avec le président du Conseil des transitions du Soudan, M. Abdel Fattah al-Burhan. L'état d'évolution de la situation sur le terrain au Soudan, théâtre d'une guerre fratricide à l'origine d'un nombre élevé de victimes et de blessés, le déplacement de la population et l'effondrement d'infrastructures économiques et sociales a essentiellement été évoqué au cours de cet échange. Le président djiboutien, président en exercice de l'IGAD et membre de quartiers de chefs d'État et des gouvernements affectés au niveau de l'IGAD à la médiation de la crise au Soudan, mis à profit cet entretien pour réitérer son attachement à l'unité et à la paix au Soudan. Il fit ensuite état de l'opportunité exceptionnelle que constitue l'initiative nouvelle de paix de l'IGAD pour le Soudan, appelant les parties protagonistes de cette crise à se joindre aux différentes étapes du processus de médiation défini par l'organisation, notamment la tenue rapide d'une réunion entre les principaux belligérants, la mise en place de corridors humanitaires et l'initiation de pourparlers censés déboucher sur un accord politique. Ces entretiens du chef de l'État djiboutien, président en exercice de l'IGAD, avec le président du Conseil de transition du Soudan, se posent en prélude à la nature prioritaire que dans le cadre de son mandat débutant à la tête de l'organisation régionale, il consent au règlement de la crise soudanaise. Il donne la pleine mesure également de sa disponibilité à collaborer avec tous les protagonistes de la crise soudanaise et toutes les bonnes volontés engagées en faveur du retour de la paix dans ce pays frère. Actualité à la une de ce journal, le ministère de la Santé a organisé un atelier de réflexion sur la stratégie de la triple élimination de la transmission mère et enfant concernant le VIH, la syphilis et l'hépatite B. Placé sous le patronage du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdilé, l'atelier de réflexion s'est déroulé en présence de la représentante de l'UNICEF, Mme Beate Dastel, du représentant adjoint de l'OMS, M. Farahad Hassan Farah, et de la maire adjointe, Mme Fatouma Mohamed Kamil. Cette table ronde a pour but de jeter les jalons d'une nouvelle stratégie intégrant des méthodologies innovantes dans le cadre de la prévention de la transmission mère et enfant de VIH, de l'hépatite B et de la syphilis. Un triple objectif qui peut être efficacement atteint grâce à des interventions telles que la prévention de nouvelles infections chez les personnes en âge de procréer, la prévention des grossesses non désirées, le dépistage prénatal, le traitement et la vaccination par le biais de la plateforme de santé reproductive maternelle, néonatale et infantile. Par ailleurs, une redynamisation de la coordination et un meilleur déploiement de ces interventions assureront la garantie supplémentaire d'une offre de prestation de services efficaces et des résultats escomptés. Dans l'atteinte de ces résultats, le but annoncé est de réduire les nouvelles infections de VIH à 70% d'ici l'horizon 2024 et d'éliminer la transmission aux parents-enfants de VIH d'ici fin 2025. On écoute à présent les interventions respectives du représentant adjoint de l'OMS, M. Farahad Hassan Farah, et de la représentante de l'UNICEF, Mme Beate Dastel. Le VIH de la mère à l'enfant est une réalité tragique qui touche des milliers de nouveau-nés chaque année. Pourtant, nous avons les connaissances et les outils nécessaires pour y répondre. La rédaction d'une feuille de route nous permettra de coordonner nos efforts, d'établir des objectifs clairs et de suivre les progrès réalisés. La première étape de ces feuilles de route pour l'élimination du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B de la mère à l'enfant consiste à renforcer les systèmes de santé, à promouvoir le dépistage précoce des femmes enceintes. Il est essentiel d'établir des protocoles clairs pour le dépistage systématique pendant la grossesse afin d'identifier rapidement les femmes infectées et de leur offrir un service médical approprié. Cela permettra de garantir l'accès aux traitements antirétroviraux pendant la grossesse, ce qui réduira considérablement le risque de transmission. Ensuite, nous devons améliorer l'accès aux soins prénatals de qualité pour les femmes séropositives. Cela comprendra des services de conseil et de soutien, des informations sur les moyens de réduire
le risque de transmission du VIH, de la syphilis et de l'hépatite virale B pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, ainsi que les conseils sur les alternatives à l'allaitement maternel. À l'échelle mondiale, on estime que 1,3 million de femmes et de filles vivant avec le VIH tombent enceintes chaque année. Il faut s'imaginer ce chiffre. En l'absence d'intervention, le taux de transmission de VIH d'une mère vivant avec le VIH à son enfant pendant la grossesse, le travail, l'accouchement ou l'allaitement varie de 15 à 45%. Ce sont vraiment des chiffres très alarmants. Le VIH, hépatite virale et infections sexuelles transmissibles causent collectivement 2,3 millions de décès et 1,2 million de cas de cancer chaque année et continuent d'imposer le fardeau de santé publique dans le monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs, en 2019, 85% des femmes et des filles dans le monde avaient accès à la thérapie antirétrovirale pour prévenir la transmission mère-enfant. Le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdillah, a pour sa part rappelé l'importance de ces enjeux et défis dont son département doit s'atteler à répondre efficacement avec l'appui des partenaires techniques et sectoriels. Très honoré de participer à vos côtés ce matin au lancement des activités de cet atelier de réflexion sur la stratégie de triple élimination de la transmission mère-enfant, VIH, syphilis et hépatite B. Tout d'abord, je voudrais saluer ici l'ensemble des parties prenantes qui participent à cette discussion et à cette analyse de la situation actuelle de la prévention de la transmission parents-enfants dans notre pays, afin d'identifier les défis et les contraintes pour déterminer les interventions prioritaires pour cette triple élimination. J'ai saisi cette occasion pour remercier encore une fois la représentante de l'UNICEF, Madame Beate Dastel, toujours disponible et présente avec nous pour accompagner le ministère de la Santé dans le cadre de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Également remercier l'OMS, le PNUD, la société civile, la mairie, etc. Mesdames et messieurs, il est judicieux de proposer une approche qui coordonne afin d'assurer la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, hépatite B et syphilis et de fournir les orientations aux décideurs politiques, aux responsables et aux professionnels de santé. Les enjeux et les défis sont énormes, mais le ministère de la Santé doit s'atteler à répondre efficacement à l'attente de la population en matière de santé, et ceci avec l'appui de nos partenaires traditionnels. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler l'importance de la problématique qui nous réunit ici, à savoir l'infection du VIH-Sida, qui représente une problématique de santé publique pouvant galvauder la santé dans notre pays. Eu égard à l'importance de la santé de la mère et de l'enfant, le ministère de la Santé a inscrit dans son plan national de développement sanitaire PNDS 2020-2024 que la prévention de cette transmission parents-enfants est une priorité nationale. Après les allocutions d'hier à l'atelier de lancement du projet d'amélioration des bidonvilles et du développement urbain intégré de la zone de Djagat-Boldour dans le quartier 7, c'est dans le cadre du programme Zéro Bidonville que les officiels présents ont eu un échange fructueux avec la société civile de ce dit quartier. Ces échanges ont porté sur le bon aboutissement de ce projet titanesque, la participation de ses habitants. Cette réflexion ambitieuse se voulue ouverte, inclusive pour le grand nombre. La participation citoyenne à une échelle plus stratégique est une dimension majeure pour ce projet urbain et de sa réussite. Une convergence d'idées fut éclore de ce débat, celle d'œuvrer dans la même direction dans le cadre de ce projet. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, a participé en tant qu'invité d'honneur au
forum germano-africain de l'énergie à Hambourg, en Allemagne. Le ministre Younes Ali Guedi est accompagné d'une importante délégation composée de l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, son Excellence M. Yassine Hussein de Ali, de son conseiller technique M. Mahdi Wabri Hassan, du directeur de l'énergie M. Gouled Mohamed Jama et du directeur général de la SIHD M. Dabbar Adawi Ladi. Organisé par l'association économique germano-africaine Africa Veren sous le parrainage du ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'action climatique. Débloquer les industries et de l'hydrogène en Afrique, transformer les infrastructures et les partenariats, telle a été la thématique retenue cette année par les organisateurs de ce forum. A noter enfin qu'au cours de son séjour en terre d'Allemand, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younes Ali Guedi, s'entretiendra avec des hauts responsables de l'État fédéral allemand sur les questions énergétiques, mais aussi participera à un panel ministériel de haut niveau consacré à la logistique et à la réglementation derrière le commerce de l'hydrogène et rencontrera des dirigeants d'entreprises ainsi que des investisseurs européens intéressés par la destination Djibouti. Toujours en nouvelles du pays, le centre d'exhibition Red Sea World a abrité ce matin une cérémonie de signature d'accords pour le développement des projets d'infrastructures énergétiques entre le président du Great Horn Investment Holding, M. Abakar Omar Hadi, et le directeur du Fonds souverain Slim Ferrani et Mme Tass Anwapour de la société Néothermis de la France. C'est ainsi que Mme Anwarpour de la société Néothermis de prononcer un discours en exprimant l'importance des investissements dans un pays comme Djibouti. Voici un extrait de l'intervention du directeur général du Fonds souverain de Djibouti. Partenaire, donc Néothermis, investisseur étranger, investisseur direct étranger. Et merci à nos partenaires sur tous les plans, donc Great Horn Investment Holding, GHIH. L'union fait la force, et c'est clair ici. Donc ce n'est pas 2 partenaires, c'est 3 partenaires, et le plus, le mieux en fait, pour réaliser la vision 2035 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismail Omar Guelleh. Allah lui donne bonne santé et longue vie. La vision nécessite un visionnaire et un leadership, et ensuite il faut l'exécution de la vision, et c'est là qu'on peut exécuter la vision, c'est à travers les investissements pour les objectifs, entre autres quantitatifs, mais avant le quantitatif, c'est une prospérité inclusive et durable. Inclusive et durable, et là on va parler surtout de durable à notre niveau des investissements, mais les objectifs quantitatifs, attirer 200 000, à créer 200 000 emplois, attirer 500 000 touristes, tripler le PIB par habitant, c'est des objectifs ambitieux, mais réalisables, c'est à travers les investissements. Il y a un moteur principal qui pousse l'économie et la croissance, c'est l'investissement. Passons à présent à l'intervention du président des autorités de port et des zones franches, M. Abakar Omar Hadi. 2035, c'est Green Energy. 100%, la vision de notre président, pour tous les pays, et particulièrement pour la zone de production des zones franches et des ports. Cap vers la région de l'unité où le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, communément appelé CTID, a organisé dans la région d'Edekil. La première édition du Forum d'Edekil axé sur la cohésion sociale et la résilience communautaire. Le coup d'envoi de ce forum, organisé par le CTID en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et avec le soutien du PNUD, s'est déroulé en présence du préfet de la région d'Edekil, M. Hassan Abdi Robleh, le président du conseil régional, M. Mahad Hussein Ahmed, le directeur général du CTID, ainsi que d'autres responsables locaux de cette région. Outre les officiels, ce forum a aussi vu la participation du représentant des communautés de Dekil, chefs coutumiers, autorités religieuses, jeunes, femmes leaders, les représentants des autorités locales de Dekil, le conseil régional, la préfecture, les points focaux de la CNDH et la médiature, les représentants des communautés, les chefs coutumiers, les autorités religieuses. Ce forum de Dekil a pour objectif de créer un espace de réflexion qui rassemble les communautés, autorités locales, les organisations de la société civile de la région, les chefs coutumiers, les chefs d'entreprise, les universitaires, les experts, les étudiants, mais aussi les médias pour réfléchir à des problématiques communes et construire un fasco de recommandations pour fortifier la résilience communautaire et la cohésion sociale.
Axé sur les enjeux de développement de Djibouti, ce forum de Dikil a pour ambition de favoriser le métissage de connaissances et le partage des savoirs et des meilleures pratiques dans une approche participative en quête de solutions aux défis majeurs. Exactement le contraire. Il s'agit de vous permettre de mener des discussions et des échanges sur les problèmes concrets et de trouver vous-même des pistes de solutions. Ensuite, nous allons écouter l'intervention du préfet de la région de Dikil, M. Hassan. On écoute. Un grand honneur de prendre part aujourd'hui à la cérémonie officielle de lancement du forum intitulé Cohésion sociale et résilience communautaire. À cet effet, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au nom de la population de la région de l'Unité et en mon nom personnel. Je suis convaincu que les résultats des travaux de ce forum nous permettront, en tant qu'autorité étatique, de cerner la problématique de la cohésion sociale, qui est un mot générique qui comporte plusieurs thématiques qui seront développées dans les travaux de groupe qui auront lieu pendant les 3 jours du forum. Je ne saurais terminer mon intervention sans rendre hommage à l'ensemble des partenaires et à l'ensemble des personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour organiser, pour réaliser ces beaux forums. Selon le directeur de la CTID, M. Samatar, les contributions produites dans le cadre de ce forum serviront d'outils d'analyse, de réflexion et de propositions destinées aux décideurs et organisations impliquées dans le développement local. Et dans une période aussi charnière, vous imaginez que dans quelques semaines, nous allons fêter notre indépendance. Et justement, ce sont les idéaux qui ont créé la République de Djibouti. La cohésion sociale, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est vraiment un concept, c'est une pratique quotidienne, un processus. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, nous allons essayer de faire en sorte que nous puissions reconsolider cette cohésion sociale chère à notre patrie, chère à notre République. Et le forum de Dikil n'est pas la fin, c'est juste le début d'un processus. Et Inch'Allah, tout au long de la journée et les panels qui vont suivre et les activités de focus group et qui vont déboucher, Inch'Allah, sur cette feuille de route qui va s'insérer dans ce programme national dans lequel nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et le programme des Nations Unies, où nous avons déjà commencé il y a plus d'1 an des activités. Donc, je disais, nous sommes vraiment à une période charnière, donc que les travaux commencent. Ensuite, le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a organisé en cette journée de mercredi 14 juin 2023, hier, une cérémonie de remise de certificats de spécialité en gestion et management. Ces organisations publiques GMOP en étroite collaboration avec l'ambassade de France et l'Institut régional d'administration de Lille. La formation se veut avant tout d'accompagner la transformation de l'administration destinée à rehausser les niveaux de compétences techniques des 59 hauts cadres de l'administration. Il s'agit pour l'INAP et l'IRA d'appuyer les transformations publiques qui sont un défi passionnant. Ce projet s'inscrit dans la vision 2035, l'amélioration du cadre et des conditions de vie des Djiboutiens, la mise en œuvre de cette formation, de ce cursus composé de 8 modules, la participation de 24 cadres du ministère de l'Emploi répond aux exigences de tous les départements ministériels pour l'harmonisation, la performance et la transformation de l'administration publique. Il était question de l'amélioration de la gouvernance financière dans des institutions publiques, du renforcement du service civil volontiers pour l'emploi qui prévoit à donner l'espoir aux jeunes sans emploi et de projets susceptibles de déconcentrer le service de mines à Tadjoura. La cérémonie s'est terminée avec la remise des certificats pour les lauréats ainsi que les cadeaux aux officiels présents, des moments forts qui ont marqué l'événement d'hier. Nous avons travaillé dans un esprit de co-construction pour un cycle de formation pour les cadres, chacun apportant son expertise. L'INAP sur les compétences techniques essentielles
à l'exercice de la fonction de cadre et l'IRA sur son expertise dans le domaine managérial et organisationnel. Nous avons inauguré ici même le cycle en février dernier avec 24 auditrices et auditeurs et je crois pouvoir dire que c'est un succès au regard des résultats brillants obtenus par cette première promotion. Au-delà de la qualité des projets sur lesquels a travaillé la promotion GEMOP et qui nous ont été présentés, je retiendrai un point commun. Ils s'inscrivent dans la vision 2035 portée par son Excellence le Président de la République et tous ont pour finalité l'amélioration du cadre et des conditions de vie des Djiboutiennes et des Djiboutiens. On écoute l'intervention de l'auditeur, M. Aden Mohamed. Je tiens tout d'abord à remercier le Président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Margueli, qui exhorte et donne les moyens aux forces vives pour qu'elles puissent être des forces de proposition afin que ce pays soit compétitif sur la scène internationale. Je remercie le ministre du Budget, son Excellence Ismaël Ibrahim Roblé, de l'opportunité qu'il m'a donnée. Je remercie également le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd. Je remercie aussi le directeur de la comptabilité publique, M. Ihab Nadim Saad, de la confiance qu'il m'accorde. Merci également à l'IRA et à l'INAP, représentés par Mme Cécile et M. Charmaquet, et aux professeurs qui nous ont dispensé des enseignements de qualité. Je vais un petit peu vous présenter mon projet, qui s'intitule « Amélioration de la gouvernance financière dans les établissements publics ». La République de Djibouti, à travers le pilier numéro 3 du plan national de développement nommé Djibouti ici, qui s'étale entre 2020 et 2024, qui est une composante de la vision stratégique 2035, a fait de la bonne gouvernance des institutions un enjeu majeur de son développement, en particulier la gouvernance financière dans les établissements publics. Ces 10 documents permettront d'élaborer des budgets réalistes et qui sont en adéquation avec les objectifs de chaque entité. Et ce simple changement pourra à terme alléger le poids des subventions allouées à ces établissements dans le budget national et permettra une meilleure visibilité financière des entités et la fiabilité des documents produits, l'opportunité de régler un problème systémique et d'instaurer un environnement propice à la bonne gouvernance financière. Ensuite, voici une intervention recueillie auprès d'une participante. On écoute. Partie de la première promotion, on fait une formation de management organisationnel public. Inch'Allah, c'est réussi. Je remercie le directeur de l'INAP et la directrice de l'IRA aussi. Mon thème se portait sur l'installation d'une plateforme numérique de gestion de courrier. Ça permettra aux assistants du cabinet de travailler plus rapidement et de protéger la confidentialité des courriers. Dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes a sollicité son homologue du Bénin, l'Association nationale des communes de Bénin, pour l'animation d'une session de formation par les pairs. Cette activité est organisée à Arta, au Sunny Hill Center, du lundi 12 au jeudi 15 juin 2023. Cette formation a été co-animée par le directeur exécutif, M. Segla, et le président de la commission thématique en charge du renforcement des capacités et maire de communes, M. Didier. Elle s'inscrit dans le deuxième axe stratégique du plan de développement institutionnel de l'ANCLD. Cette session d'Arta regroupe, outre les présidents des régions et des communes, les membres du bureau exécutif de l'ANCLD, les représentants des élus locaux par région et commune, les cadres représentants des ministères de l'Intérieur et de la décentralisation, l'assistant technique international de l'AIMF et l'équipe locale de gestion du projet. L'Association internationale des maires francophones se félicite de cette collaboration entre l'ANCB et l'ANCLD qui illustre l'engagement commun pour le renforcement des capacités des collectivités locales et la promotion d'une gouvernance participative et inclusive au niveau régional. J'ai l'insigne honneur et l'agréable devoir de prendre la parole parmi vous à l'occasion de l'ouverture de notre session de formation par les pairs, dédiée au portage politique du plaidoyer. La formation par les pairs, parce que les deux animateurs qui vont conduire
les différentes séquences ont été mises à disposition suite à notre demande par notre association à l'ANCB. Avant tout propos, je voudrais situer le contexte du présent atelier qui participe au développement institutionnel souhaité par notre association. En effet, la vision consensuelle qui a été dégagée par notre plan de développement institutionnel a été formulée comme suit. En 2030, la NCLD est une institution forte, crédible, audible, qui défend les intérêts des collectivités locales, bien gouvernées et en phase avec l'État et les partenaires au développement. On écoute le préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabeli. Une émotion toute particulière et un réel plaisir que je prends part à la cérémonie d'ouverture en tant que nouveau représentant de l'État dans la région d'Arta. Cet atelier consacré à la formation axée sur le portage de plaidoyers et la conception et l'exécution de campagnes médiatiques. De prime abord, je voudrais exprimer mes souhaits de bienvenue à l'endroit de toutes les personnalités ici présentes, au rang duquel le président du conseil régional, ainsi que les membres de l'ANCLD, tout en leur souhaitant de passer un agréable séjour convivial dans cette ville mythique d'Arta. Je voudrais étendre cette motion d'accueil avec une attention particulière à l'égard du directeur exécutif et du maire de la commune, secrétaire chargé des questions de formation au sein de l'Association nationale des collectivités du Bénin. Cependant, c'est avec un réel intérêt que j'apprécie cette session de renforcement des capacités qui, comme nous l'espérons, apportera aux participants de bénéficier d'un capital de connaissances et d'enseignements fiables axés sur le domaine des campagnes médiatiques et de plaidoyer. Je me dois de féliciter les initiateurs et les organisateurs, au premier chef, le président de l'ANCLD, M. Omar Hussein Omar, pour son activisme, son dynamisme et sa capacité notoire d'avoir insufflé cette action innovante qui vise d'une part le renforcement des capacités institutionnelles et intellectuelles des participants dans une perspective de leur préparer à participer significativement aux processus locaux de prise de décision et à valoriser tout rôle dans la vie locale. Je vous emmène au nord où la star des régions du Sud, la FAO et le ministère de l'Agriculture a organisé une formation à Obok. Les thématiques clés abordées lors de cette formation étaient les bonnes conduites des pépinières, le répliquage et l'irrigation goutte à goutte. L'objectif de cette formation était également d'améliorer les connaissances et les compétences des agriculteurs dans ces domaines essentiels pour une agriculture productive et durable. Les formateurs ont partagé des techniques avancées et des pratiques innovantes permettant aux participants de renforcer leurs capacités et d'adopter des approches plus efficaces dans leurs activités agricoles. La clôture de cette formation a été marquée par un moment spécial où des matériels agricoles ont été distribués aux différents bénéficiaires. Ce programme de formation dans les régions du Nord témoigne de l'engagement continu de la FAO et du ministère de la Culture envers le développement rural et agricole durable. C'est dans le cadre de la lutte contre la contrebande, le trafic de drogue, que la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec la police du détachement de la région Assedjog, a saisi hier soir une importante quantité de sachets de cannabis à la frontière de Galilée. Par la suite, le contrebandier a été arrêté et transmis au poste de la police d'Ali Sabié pour faire l'enquête. Compte tenu de la gravité des faits, la personne mise en cause sera traduite devant la justice pour répondre de ses actes. Cette importante marchandise de drogue composée des paquets de 50 kilos remplis de cannabis, le contrebandier voulait acheminer en quantité dans la capitale. Sport à présent, dans le cadre d'un tournoi triangulaire organisé par l'île Maurice, l'équipe nationale a obtenu une victoire par forfait contre le Kenya samedi.
Hier soir, les Requins de Djibouti affrontaient pour leur second match l'île Maurice. Les Requins ont battu leur adversaire par 3-1 but à l'issue d'une rencontre pleine de surprises. Dominés durant la première période par 1-0, les Requins se sont rattrapés lors de la seconde période où ils ont égalisé et dépassé par la suite les Mauriciens. Le président de la Fédération djiboutienne de football et vice-président de la CAF, M. Suleiman Hassan Ouabri, vient d'adresser ses vives félicitations aux joueurs et aux membres du staff technique des Requins. A noter que toute la République de Djibouti avait suivi attentivement ce match, la preuve que les Djiboutiens accordent une attention particulière à son équipe nationale. Sport toujours, le centre technique de tennis de Gabon a abrité hier soir les derniers préparatifs de l'équipe nationale senior de tennis. La team nationale de tennis participera pour la première fois depuis de nombreuses années. La qualification du Coupe du Monde de tennis et les éliminatoires vont se dérouler à Congo-Kinshasa du 19 au 25 juin de cette année. En effet, 5 joueurs djiboutiens de l'équipe nationale vont prendre part à cette compétition. Les derniers entraînements à Djibouti a vu la participation du président de la Fédération du tennis ainsi que ses proches collaborateurs. Je suis un participant de l'équipe nationale de Djibouti. On va devoir participer au Davis Cup africain cette année-là. Malheureusement, Djibouti n'a pas participé depuis 20 ans. Mais on est heureux qu'on soit de l'équipe nationale cette fois-ci qui vont participer pour pouvoir représenter notre pays Djibouti. Et Inch'Allah, on espère gagner au moins quelques trophées et revenir avec des trophées. Merci beaucoup. Salam alaikum. Aux nouvelles internationales, je vous le disais dans le titre, un nouveau drame de la migration en Méditerranée. Selon un nouveau bilan, au moins 79 personnes se sont noyées lors d'un naufrage d'une embarcation de migrants au large de la péninsule de Péloponnèse, dans le sud-ouest de la Grèce, ont annoncé mercredi les gardes-côtes grecs. Mais des rapports indiquent que près de 600 à 700 personnes se trouvaient à bord du bateau. Alors les autorités grecques s'attendent à ce que le nombre de morts noyés augmente de façon exponentielle. Une centaine de personnes ont par ailleurs pu être secourues à ce stade, alors que le naufrage s'est produit dans les eaux internationales au large de Pylos, en mer Ionienne. Les personnes secourues ont été accueillies dans le port de Kalamata, dans le sud du Péloponnèse. 4 autres personnes ont dû être évacuées par hélicoptère également jusqu'à Kalamata, où elles ont été hospitalisées dans la foulée. C'est la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.